Vous devez comprendre que le cœur de l'empereur, bien que doux et sensible, n'est pas un puits inépuisable de capitulation. Il existe un point où l'âme ayant absorbé trop de blessures se tourne vers l'intérieur et découvre le feu caché dans ses propres profondeurs. J'ai observé cette transformation à maintes reprises, tant chez les individus qui venaient à moi avec des voix tremblantes que dans les courants archétypaux qui coulent sous nous tous. L'empathe, dans son état le plus blessé, devient un miroir qui non seulement reflète l'obscurité des autres, mais commence aussi à intégrer cette obscurité. Et lorsque cela se produit de manière consciente, quand l'empathe s'éveille à la réalité qu'il a été le réceptacle silencieux de chaque cruauté non dite, il cesse d'être l'agneau doux et s'éveille en quelque chose de bien plus redoutable, un être qui a établi un contact avec l'ombre. L'ombre, comme je l'ai souvent dit, n'est pas simplement le dépôt de tout ce qui est négatif ou honteux en nous. C'est la portion non réclamée de la psyché, le potentiel brut, l'énergie que nous réprimons, parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous présentons au monde. Pour un empathe, l'ombre apparaît souvent non pas comme sa propre agressivité ou son égoïsme, mais comme une accumulation silencieuse de la douleur et de la manipulation des autres. L'empathe apprend tôt souvent dans l'enfance que sa valeur réside dans l'absorption et l'harmonisation du chaos autour de lui. Il devient maître de l'anticipation, lisant les besoins non exprimés de ceux qui utilisent sa sensibilité comme une arme. Mais dans ce processus même, il exile sa propre assertivité, sa propre colère légitime, sa propre revendication d'existence. Cette force exilée devient l'ombre de l'empathe enfouie avec une vie non exprimée. C'est une grave erreur pour le narcissique de supposer que la douceur de l'empathe est une faiblesse. La faiblesse est l'absence de conscience, mais la sensibilité de l'empathe n'est pas un vide. C'est un radar accordé aux vibrations cachées de l'âme. Quand l'empathe atteint le seuil de l'endurance, quand l'échange incessant de prendre et de donner le consume enfin jusqu'à son essence, il s'éveille avec une clarté plus aiguisée qu'une lame. Il voit à travers les masques du narcissique, les jeux de pouvoir et de charme, la faim insatiable de validation. Il voit non seulement la personne, mais l'archétype du prédateur, le vampire, qui se nourrit de la vie elle-même. Et dans cet instant de vision, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'empathe cesse d'essayer de guérir l'inguérissable et commence à réclamer sa propre lumière. Cette réclamation est une forme d'alchimie. Imaginez un vase qui a été rempli de poison pendant des années, des murmures de culpabilité, des exigences de perfection, de manipulation émotionnelle, toutes les manières subtiles dont le narcissique se nourrit. L'empathe a tout bu pensant que aimer, c'est endurer, que pardonner, c'est oublier. Mais le véritable amour ne détruit pas le soi et le vrai pardon ne signifie pas rester une victime. Dans le creuset de la souffrance, l'empathe commence à transformer le poison en sagesse. Il voit que la cruauté du narcissique n'est pas personnelle. C'est la manifestation d'une âme fracturée qui ne peut supporter son propre vide. L'empathe, une fois rassasié, ne réagit pas simplement avec colère. Au lieu de cela, il accède à un pouvoir qui vient de voir la réalité telle qu'elle est dépouillée d'illusions. Mais à fois un empathe rassasié est plus dangereux que le narcissique ne l'a jamais imaginé. Il ne joue plus au jeu de l'ego. Il se tient dans la vérité brute de l'être. Le narcissique prospère sur le contrôle et la confusion. Toute sa stratégie est bâtie sur la projection de sa propre ombre sur l'empathe. Il accuse l'empathe de faiblesse, d'hypersensibilité, d'irrationalité, parce qu'il ne peut supporter de voir ses qualités en lui-même. Et pendant un temps, l'empathe le croit. Il doute de ses propres perceptions, de sa propre santé mentale. Mais quand l'empathe commence à voir que ses accusations ne sont que des reflets de la guerre intérieure du narcissique, il sort complètement du champ de bataille. Il n'a pas besoin de se battre avec des épées car son pouvoir réside dans son refus d'être défini par le récit d'un autre. Dans les rêves, cette transformation apparaît souvent comme une rencontre avec un animal sauvage ou une figure sombre. L'empathe qui a toujours fui le conflit s'arrête soudain. Il ne fuit plus la bête mais la regarde dans les yeux. C'est le moment de l'intégration. La bête qui représente l'ombre, la colère réprimée, la force, le respect de soi,
reconnaît l'empathe comme son maître légitime. L'individu autrefois effrayé fusionne avec l'énergie qu'il craignait autrefois. Il devient à la fois le guérisseur et le guerrier capable de compassion, mais aussi de frontières aussi fermes que le fer. Je vous dis cela parce que le monde est plein d'empathes qui ne se sont pas encore éveillés. Ils sont comme des diamants bruts, leur éclat caché sous des couches de peur et de déni de soi. Mais au moment où un empathe dit « assez », un profond changement se produit. Il cesse d'absorber chaque blessure comme une éponge et commence à rayonner sa propre vérité. Ce rayonnement n'est pas doux et réconfortant. Il est féroce et illuminant. Il consume les mensonges. Il expose la manipulation. Il force ceux qui l'entourent à affronter leurs propres ombres. C'est précisément pourquoi le narcissique craint l'empathe éveillé plus que toute autre chose. Le danger de l'empathe rassasié n'est pas qu'il devienne cruel ou vengeur. Non, son danger réside dans sa clarté. Il n'est plus empêtré dans la toile de confusion du narcissique. Et cela le rend imprévisible. Le narcissique ne peut contrôler quelqu'un qui le voit pleinement, qui ne réagit plus à ses provocations, qui ne croit plus à l'histoire selon laquelle « tu dois me réparer ou je te briserai ». L'empathe réalise que ce n'est pas de l'amour mais de l'esclavage. Et une fois qu'il coupe les cordes, le narcissique est laissé avec son propre vide forcé d'affronter l'ombre qu'il a toujours évitée. Le voyage de l'empathe est en essence héroïque. C'est le chemin de l'individuation, le processus que j'ai décrit comme l'intégration du conscient et de l'inconscient, de la lumière et de l'ombre pour devenir entier. On doit affronter non seulement ses blessures, mais aussi sa capacité au pouvoir. Le pouvoir n'est pas maléfique quand il est enraciné dans l'authenticité. Le vrai danger réside dans le pouvoir inconscient, le pouvoir qui manipule et trompe. Les empathes, quand ils réclament leur ombre, ne deviennent pas comme le narcissique. Ils ne cherchent pas à dominer ou à contrôler. Au lieu de cela, ils deviennent souverains en eux-mêmes. Ils ne sont plus un pion sur l'échiquier d'un autre. Cette souveraineté est profondément spirituelle. C'est comme si l'empathe, après des années d'errance dans le labyrinthe des émotions des autres, trouvait le centre de son propre être. Ici, il rencontre l'archétype du soi, le principe unificateur de la psyché. Le soi est à la fois terrifiant et libérateur, car il exige une honnêteté totale. Il vous montre les masques que vous avez portés, les mensonges que vous vous êtes racontés, les façons dont vous avez trahi votre propre âme pour la paix. Mais une fois que vous affrontez cette vérité intérieure, vous ne pouvez plus être trompé. L'empathe qui rencontre son propre soi devient intouchable. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il est authentique. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que l'authenticité. Permettez-moi de parler des rêves qui guident de telles âmes. J'ai vu d'innombrables rêves où le rêveur est piégé dans une maison remplie de miroirs, incapable de trouver la sortie. C'est l'état de l'empathe non éveillé. Il est perdu dans les reflets des autres, incapable de distinguer son propre visage. Mais alors un miroir se brise. Le rêveur franchit le verre brisé pour entrer dans un jardin sauvage et indompté. Ce jardin est le royaume de l'ombre, l'endroit où tout ce qui a été réprimé vit dans sa forme brute et non raffinée. C'est ici que l'empathe doit marcher pieds nus sans protection, rencontrant les parties de lui-même qu'on lui a appris à mépriser. Et quand il le fait, les miroirs perdent leur pouvoir. Le narcissique qui utilisait autrefois le reflet comme une arme ne peut plus le confondre. Je sais que ces idées peuvent sembler mystiques, mais elles sont ancrées dans les réalités les plus profondes de la psyché. Chaque relation que nous entretenons est un vase alchimique, un contenant pour la transformation. L'empathe et le narcissique ne sont pas des ennemis par accident. Ils sont attirés l'un vers l'autre parce qu'ils représentent des forces opposées qui, une fois réunies, ont le potentiel d'une grande croissance. Les empathes doivent apprendre à cesser de donner leur pouvoir, tandis que le narcissique, s'il doit un jour s'éveiller, doit apprendre à cesser de prendre. Cette danse est aussi ancienne que le temps, un reflet des forces de lumière et d'ombre en nous tous. L'empathe rassasié est une tempête que personne ne voit venir, parce qu'il a passé sa vie à être la rivière tranquille, celle qui contourne les obstacles qui plient, mais ne rompt jamais. Pourtant, quand il s'éveille, son immobilité se transforme en force de la nature.
Cette transformation n'est pas soudaine. Elle naît de innombrables moments silencieux où il a avalé ses mots, caché ses larmes et porté le monde sur ses épaules. Il a enduré si longtemps que quand le changement arrive, ce n'est pas une rébellion, mais une révélation. L'empathe voit la toile intricate de la manipulation non comme une attaque personnelle, mais comme un drame archétypal, une danse de masques d'ombre et de blessures non guéries. Et en reconnaissant cela, il s'élève au-delà de la portée des jeux du narcissique. Considérez ceci, le narcissique prospère parce que la plupart des gens vivent dans la peur de leur propre obscurité. Ils craignent la confrontation. Ils craignent le rejet. Ils craignent d'être vus comme cruels ou méchants. L'empathe en particulier a construit toute une identité autour d'être l'opposé de ce que représente le narcissique. Il se voit comme gentil nourricier altruiste. Mais c'est là que réside le piège. Quand on s'identifie excessivement à un côté de la pièce, on invite inconsciemment son opposé à nous dominer. Le narcissique représente le feu non réclamé de l'empathe, sa propre capacité à dire non, à se tenir dans la vérité inconfortable. C'est pourquoi le narcissique et l'empathe sont attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Ils sont des miroirs de ce que l'autre refuse d'affronter. Mais quand l'empathe regarde enfin en lui et découvre qu'il a aussi une ombre, quand il se permet de ressentir la colère sans honte, de parler à la vérité sans peur du rejet, il cesse d'être la victime. Il voit qu'il n'est pas seulement un vase de compassion, il est une force d'équilibre. La compassion sans frontières est une autodestruction. La vraie compassion est féroce. Elle protège ce qui est sacré tout en reconnaissant que chaque homme brisé ne peut être sauvé. L'empathe apprend cela de la manière la plus douloureuse par la trahison, par l'épuisement, par la lente réalisation que se vider, pour ceux qui ne font que prendre, n'est pas de l'amour mais une forme d'auto-abandon. Le moment où l'empathe cesse de s'abandonner lui-même est celui où la dynamique change. Le narcissique qui avait autrefois du pouvoir parce qu'il pouvait déclencher la culpabilité ou la peur, trouve soudain ses armes inutiles. L'empathe ne réagit plus. Il n'explique ni ne justifie. Il se tient simplement ferme. Cette force tranquille terrifie le narcissique plus que n'importe quel éclat. Car le pouvoir du narcissique repose sur le chaos et l'entremêlement émotionnel. Face à quelqu'un qui est sorti de ce cycle, il est forcé d'affronter son propre vide. Et pour quelqu'un qui a passé sa vie à éviter ce vide, c'est insupportable. Dans mon travail, j'ai souvent parlé de l'individuation, le processus par lequel une personne devient entière en intégrant tous les aspects d'elle-même. Le voyage de l'empathe vers l'individuation est particulièrement profond parce qu'il a été conditionné à vivre presque entièrement pour les autres. Il confond l'altruisme avec la vertu sans réaliser qu'une vie sans soi n'est pas une vie du tout. L'empathe rassasié commence le travail de l'individuation. Quand il tourne enfin son regard vers l'intérieur, il pose des questions qu'il a longtemps évitées. Qui suis-je quand je ne m'occupe pas de quelqu'un d'autre? Que veux-je vraiment? Où finit ma douleur et commence celle d'un autre? Ces questions ne sont pas faciles à répondre. L'empathe doit démêler des années de conditionnement de schémas familiaux et d'accords inconscients. Souvent, cet éveil survient après une série de rêves ou de symboles intérieurs. J'ai vu des empathes rêver de se noyer dans l'eau. Cela représente l'immersion dans les émotions des autres. Mais dans des rêves ultérieurs, ils émergent de l'eau haletant, respirant enfin pour eux-mêmes. De telles images ne sont pas accidentelles. L'inconscient parle en symbole guidant l'âme vers la liberté. La liberté pour l'empathe ne signifie pas l'isolement ou l'endurcissement du cœur. Cela signifie apprendre à aimer sans se perdre. Cela signifie comprendre que les frontières ne sont pas des murs mais des portes. Elles permettent à l'amour de couler tout en tenant le mal à distance. Quand un empathe atteint cette compréhension, il ne ressent plus le besoin de plaire à tout le monde. Il réalise que sa valeur n'est pas mesurée par ce qu'il sacrifie, mais par la plénitude avec laquelle il incarne sa propre vérité. Et c'est là que réside le danger plus profond pour le narcissique. L'empathe rassasié ne se contente pas de s'éloigner. Il se transforme. Il devient quelqu'un qui voit à travers les façades, qui ne tombe plus dans le charme vide ou la pitié manipulatrice. Il porte une lumière intérieure qui n'est pas naïve mais tempérée par l'ombre. Cette lumière naît de la souffrance et de la réflexion,
a le pouvoir d'exposer les illusions sur lesquelles les narcissiques dépendent. Le narcissique est comme une créature de la nuit. Il prospère dans les coins sombres où personne n'ose allumer une lumière. Mais l'empathe éveillé porte le flambeau de la conscience et cette lumière est implacable. La théorie de l'ombre que j'ai articulée est centrale ici. À la fois l'empathe et le narcissique sont empêtrés dans des projections d'ombre. Le narcissique projette sa faiblesse et son vide sur les autres, exigeant une validation constante. L'empathe projette sa force et son pouvoir sur les autres, croyant qu'il doit les servir ou les guérir. Quand l'empathe s'éveille, il réclame cette projection. Il dit « j'ai du pouvoir, j'ai le choix, j'ai le droit d'exister sans être vidé ». En faisant cela, il se libère non seulement lui-même, mais défie aussi le narcissique à affronter ce qu'il a toujours nié. Bien sûr, tous les narcissiques ne changeront pas. La plupart se retireront, chercheront de nouvelles sources de validation ou tenteront de regagner le contrôle par la manipulation. Mais l'empathe, une fois éveillé, ne peut être déséveillé. Il peut ressentir de la peur, mais il ne s'y incline plus. Il comprend que la peur est simplement la manière dont l'ombre teste sa résolution, et chaque fois qu'il choisit de se tenir dans la vérité, l'ombre s'intègre un peu plus, devenant non un ennemi, mais un allié. Parlons des archétypes en jeu. L'empathe est souvent aligné avec l'archétype du soignant ou du guérisseur, tandis que le narcissique incarne des aspects du dirigeant ou du trickster. Ces archétypes ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Ce sont des patterns d'énergie qui peuvent se manifester de manière saine ou déformée. Le soignant, quand inconscient, devient un martyr sacrifiant son bien-être pour des causes indignes. Le dirigeant, quand inconscient, devient un tyran cherchant le contrôle à tout prix. Mais quand les deux archétypes sont intégrés, quelque chose de puissant émerge. L'empathe devient le guerrier guérisseur capable à la fois de tendresse et de force, tandis que le narcissique, s'il s'éveille un jour, peut devenir un vrai leader qui guide plutôt qu'il n'exploite. Le chemin de l'empathe rassasié est donc non seulement personnel mais collectif. Quand un empathe s'éveille, il fait onduler un message aux autres. Vous n'avez pas à souffrir éternellement. Vous n'avez pas à porter ce qui n'est pas à vous. Ce n'est pas un message de colère, mais de libération. C'est la manière dont l'âme dit « J'ai appris la leçon de l'endurance et maintenant je choisis de vivre. » Et ce choix, mon ami, est révolutionnaire. Vous vous demandez peut-être comment on fait ce changement. Comment on transforme la douleur en pouvoir. Ce n'est pas par la simple volonté, mais par un travail intérieur profond. Les empathes doivent affronter leur propre critique intérieure, la voix qui dit « Tu es égoïste si tu t'éloignes ». Ils doivent confronter les blessures d'enfance qui leur ont appris que l'amour se gagne par le sacrifice. Et ils doivent s'asseoir avec leur propre ombre, les parties d'eux-mêmes qu'ils ont étiquetées comme mauvaises ou erronées. C'est le travail de l'âme. Le chemin lent et régulier de se tourner vers l'intérieur jusqu'à ce que l'or caché dans l'obscurité commence à briller. J'ai souvent décrit ce processus comme une descente. Dans la mythologie, le héros ou l'héroïne doit descendre dans les enfers pour trouver le trésor. Pour l'empathe, les enfers sont le monde de ses propres émotions non reconnues, colère, chagrin, frustration, même blessure. Ces sentiments ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des messages de la psyché disant « Tu as été réduit au silence trop longtemps ». Quand l'empathe écoute, quand il se permet de ressentir sans jugement, quelque chose de miraculeux se produit. Les émotions qui menaçaient autrefois de le noyer deviennent une source d'énergie. Cette énergie, quand intégrée, devient le pouvoir de créer, de protéger, de parler avec autorité. Le narcissique sent ce changement même avant que l'empathe ne le comprenne pleinement. Il sent le retrait subtil de l'énergie. La manière dont l'empathe ne plie plus à chaque exigence. Cela crée une panique chez le narcissique parce qu'il perd sa source primaire de validation. Il peut devenir plus agressif, plus manipulateur dans une tentative désespérée de regagner le contrôle. Mais l'empathe, maintenant ancré dans la conscience de soi, voit ses tactiques pour ce qu'elles sont, des projections de peur et de vide. Il ne mord pas à l'hameçon. Il reste immobile comme une montagne qu'aucune tempête ne peut ébranler. C'est cette immobilité qui est la plus dangereuse pour le narcissique.
Quand l'empathe n'est plus réactif, le narcissique est forcé de se confronter à lui-même. Et pour une personne qui a passé sa vie à éviter le miroir de l'âme, c'est la plus grande menace. L'empathe n'a pas besoin d'attaquer ou d'exposer. Sa simple présence, son refus d'engager les anciens patterns, suffit à démêler l'illusion de pouvoir du narcissique. Il y a quelque chose de sacré dans le silence de l'empathe rassasié. Ce n'est pas le silence de la soumission, mais le silence de celui qui a découvert le poids de sa propre âme. Il ne parle plus juste pour être compris ou pour justifier ses sentiments à quelqu'un d'incapable d'écouter. Au lieu de cela, il parle quand c'est nécessaire et ses mots portent la résonance de la vérité. C'est le langage du soi, le noyau de la psyché, qui transcende tous les masques et prétentions. Quand un empathe touche ce centre, il cesse d'être simplement sensible. Il devient un vase de clarté. Et la clarté est une force qui peut démanteler même les illusions les plus élaborées. Le narcissique, en revanche, vit dans une salle de miroir. Tout ce qu'il montre au monde est un reflet, une performance conçue pour cacher le vide profond en lui. Mais l'empathe, quand éveillé, ne reflète pas ce jeu. Il ne renvoie pas les faussetés. Cette absence de réaction ressemble à un effondrement pour le narcissique. C'est comme si la scène sur laquelle il a performé pendant des années s'effondrait soudain et que les projecteurs s'éteignaient. Le retrait d'énergie de l'empathe n'est pas simplement un rejet. C'est une révélation. Cela dit, « Je ne te vois pas le masque que tu portes. Je vois la blessure derrière la cruauté, le vide derrière l'arrogance. » Pour un narcissique, cela est insupportable, car toute son existence est bâtie sur le déni de cette blessure. L'empathe qui atteint cet état de vision intérieure devient comme l'archétype du voyant. Il n'engage plus les petites batailles de l'ego, mais il n'est pas passif non plus. Il se tient dans une sorte d'autorité spirituelle, une qui ne peut être manipulée parce qu'elle est enracinée dans la vérité de son propre être. Il connaît ses frontières non comme des murs, mais comme des extensions vivantes de son âme. Ses frontières ne sont pas dures ou défensives. Elles sont naturelles comme les rivages qui façonnent l'océan. L'empathe dit « C'est ici que je finis et que tu commences ». Et dans cette simple déclaration, il réclame un pouvoir perdu depuis des années. Mais laissez-moi vous dire, cet éveil ne vient pas sans coût. Il exige que l'empathe confronte ses propres illusions, les manières dont il s'est trompé lui-même. Beaucoup d'empathes s'accrochent à l'idée que l'amour signifie un don infini, que refuser, c'est échouer. C'est un archétype aussi, le martyr, celui qui souffre pour le bien des autres. Bien qu'il y ait de la beauté dans le sacrifice, il y a aussi du danger. Car quand le sacrifice devient un mode de vie, il vole à l'âme sa vitalité. L'empathe rassasié apprend cette leçon par le feu. Il est brûlé par sa propre exhaustion jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne peut guérir le monde en se détruisant. Il doit d'abord guérir la blessure en lui. La blessure de l'empathe naît souvent dans l'enfance. Peut-être a-t-il été élevé dans un foyer où l'amour était conditionnel, où il a appris que sa valeur dépendait de maintenir la paix ou de répondre aux besoins des autres. Dans de tels environnements, l'enfant devient hyper conscient des signaux émotionnels, lisant chaque changement de ton, chaque expression subtile. Cette capacité, bien qu'adaptive dans la jeunesse, devient un fardeau à l'âge adulte. L'empathe est entraîné à chercher l'harmonie à tout prix, même si cela signifie se perdre. Et ainsi, il attire ceux qui prospèrent sur le prendre, ceux qui sentent que cette âme donnera et donnera, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais le point tournant arrive quand l'empathe commence à questionner ce récit. Pourquoi me sens-je toujours vide? Pourquoi j'attire toujours ceux qui me blessent? Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse, mais le début de la sagesse. Elles signalent l'éveil de l'ombre, le pouvoir non réclamé qui murmure « Tu es plus qu'un vase pour la douleur des autres. Tu es une âme avec ton propre feu. » Ce feu n'est pas destructeur. Bien qu'il puisse ressembler à de la colère au début, c'est l'énergie de la vie elle-même exigeant l'expression. Quand l'empathe apprend à canaliser cette énergie, il cesse d'être un observateur passif de sa propre souffrance et devient un créateur actif de son propre destin. Les rêves révèlent souvent cette transformation bien avant que l'esprit conscient ne l'accepte. Je me souviens des rêves de beaucoup qui venaient à moi. Des rêves d'être poursuivis, acculés ou réduits au silence. Mais au fur et à mesure que le travail intérieur progressait, les rêves changeaient.
Le poursuivi devient celui qui se retourne pour affronter le poursuivant. La voix silencieuse devient un rugissement. Le soi acculé entre dans un champ ouvert. Ce ne sont pas des images aléatoires. Ce sont les manières dont l'âme dit « Tu es prêt à rencontrer ton pouvoir ». Et qu'en est-il du narcissique? Lui aussi est une âme blessée, bien que sa blessure soit masquée par l'arrogance et le contrôle. L'empathe, dans son état non éveillé précoce, se sent souvent obligé de guérir cette blessure d'aimer le narcissique pour le ramener à la plénitude. Mais ce n'est pas la tâche de l'empathe. La guérison ne peut être forcée sur celui qui nie en avoir besoin. L'empathe doit apprendre à reculer, à voir que l'amour n'est pas une question de sauver, mais de voir clairement. Cette clarté ressemble souvent à de la froideur pour le narcissique qui interprète toute frontière comme un rejet. Mais pour l'empathe, c'est le début de la liberté. Quand un empathe teste d'alimenter le cycle du drame narcissique, il crée un espace pour que quelque chose de nouveau émerge. Cet espace n'est pas vide. Il est fertile comme un champ attendant le printemps. Dans ce silence, l'empathe commence à entendre sa propre voix, une voix qui a longtemps été noyée par les besoins et les exigences des autres. Cette voix parle non dans la peur, mais dans la certitude. Elle dit « Tu es assez tel que tu es. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur par la souffrance. » Le danger que le narcissique ressent d'un empathe rassasié n'est pas physique, ni vindicatif, il est existentiel. Le narcissique sent qu'il ne peut plus contrôler le récit. Ses tactiques, le gaslighting, le transfert de blâme, la manipulation émotionnelle, tombent à plat. L'empathe ne mord plus à l'hameçon parce qu'il a appris à voir à travers l'illusion. Il réalise que les attaques du narcissique ne sont pas un reflet de sa propre valeur, mais de la guerre intérieure du narcissique. Ce détachement n'est pas une indifférence froide, c'est une clarté compatissante. L'empathe peut même ressentir de la tristesse pour la douleur du narcissique. Mais il ne confond plus cette tristesse avec la responsabilité. C'est ici que l'empathe entre dans son vrai archétype, l'alchimiste. Il prend le poids de plomb de son passé, toutes les blessures et trahisons, et le transforme en or. Cet or est la sagesse, la résilience et une profonde compréhension de la nature humaine. L'empathe qui a traversé le feu de l'abus narcissique émerge avec une vision à la fois aiguisée et compatissante. Il voit les patterns de manipulation non seulement chez les individus, mais dans la psyché collective. Il reconnaît la danse archétypale de la victime et du prédateur, du donneur et du preneur, et refuse de jouer le même rôle à nouveau. Ce refus est puissant. Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de vengeance. Il dit simplement « Je choisis différemment maintenant ». Et ce choix rayonne vers l'extérieur, affectant tous ceux que l'empathe touche. Il devient un exemple de ce que signifie aimer sans se perdre, pardonner, sans oublier être ouvert, sans être consumé. C'est pourquoi l'empathe rassasié est si dangereux pour le narcissique. Il représente une possibilité que le narcissique ne peut supporter d'affronter la possibilité d'une vraie liberté. Le narcissique vit dans une prison qu'il s'est construite. Mais l'empathe, une fois éveillé, sort de la sienne. Il réalise que la clé était toujours dans ses mains. Ce n'était pas le narcissique qui avait du pouvoir sur lui, mais sa propre peur d'être seul, sa propre croyance que l'amour doit être gagné. Quand ces illusions se dissolvent, l'empathe se tient dans une sorte de grâce que aucune force extérieure ne peut ébranler. Cette grâce n'est pas fragile, elle est forgée dans le creuset de la souffrance. C'est la force de quelqu'un qui a affronté sa propre obscurité et émergé entier. Parlons de la plénitude. La plénitude n'est pas l'absence de blessures, mais leur intégration. L'empathe n'a pas besoin d'effacer son passé ou sa sensibilité. En fait, sa sensibilité devient son plus grand don quand elle est équilibrée par la conscience de soi. Il peut sentir profondément sans être submergé, aimer pleinement sans être vidé. Il devient à la fois le guérisseur et le gardien de sa propre énergie. Cet équilibre est l'essence du processus d'individuation, le chemin vers devenir pleinement humain. Le narcissique, en contraste, est scindé. Il vit dans un monde d'extrêmes, la grandiosité d'un côté, le vide de l'autre. Il ne peut intégrer son ombre parce qu'il refuse de la voir. Mais l'empathe rassasié en embrassant sa propre ombre devient entier. Et la plénitude a un pouvoir étrange.
Elle désarme ceux qui dépendent de la fragmentation et de la confusion. Le narcissique ne sait plus comment interagir avec quelqu'un qui ne joue plus selon les anciennes règles. C'est pourquoi il se retire souvent ou attaque car il sent que son jeu est terminé. Le moment de l'éveil pour un empathe rassasié est souvent décrit comme à la fois une mort et une renaissance. C'est la mort de qui il pensait être l'âme infiniment donneuse, infiniment patiente, qui croyait que l'amour signifiait s'effacer pour les autres. Mais de cette mort surgit quelque chose de bien plus grand, un soi complet, radiant et intouchable. L'empathe réalise qu'il n'était jamais destiné à être un martyr pour la brisure d'un autre. Il était destiné à incarner l'amour, oui, mais un amour qui s'inclut lui-même, un amour qui ne tolère pas l'abus déguisé en affection. Cette réalisation ébranle chaque relation qu'il a jamais connue. L'empathe commence à voir quelles connexions étaient enracinées dans un respect mutuel vrai et quelles étaient bâties sur l'attente silencieuse qu'il donnerait toujours plus qu'il ne recevrait. Il est souvent choquant de voir combien de relations tombent dans cette dernière catégorie. Mais plutôt que le désespoir, l'empathe ressent une étrange libération. Pour la première fois, il n'a pas peur d'être seul parce que la solitude ne ressemble plus au vide. Elle ressemble à de l'espace pour sa propre voix, ses propres rêves, sa propre vie à se déployer. Le narcissique, cependant, ressent ce changement comme un abandon, même une trahison. Il ne peut comprendre pourquoi l'empathe ne joue plus le même rôle. Il peut essayer de le ramener avec des promesses de la culpabilité, de la colère, mais l'empathe ne répond plus. C'est comme si le cordon émotionnel qui les connectait autrefois avait été sectionné. Cela n'est pas fait par haine, mais par nécessité. L'empathe a appris que rester dans une telle dynamique n'est pas de l'amour. C'est une érosion lente de l'âme. Laissez-moi vous dire quelque chose de profond. Quand l'empathe s'éveille, il ne se libère pas seulement d'un narcissique. Il se libère de tout l'archétype de la dynamique narcissique. Il commence à le reconnaître partout, au travail, dans les amitiés, dans les récits collectifs de la société. Il voit comment le pouvoir peut se déguiser en soin, comment la manipulation peut se masquer en amour, et il refuse d'être partie de cette illusion plus longtemps. Ce refus n'est pas agressif, mais il est absolu. C'est le pouvoir silencieux, inébranlable d'une âme qui connaît sa propre valeur. Le pouvoir de l'empathe réside dans sa capacité à intégrer. Il ne nie pas sa douleur. Il la transmute. Il ne nie pas sa colère. Il l'utilise comme carburant pour créer des frontières et parler la vérité. C'est ce qui le rend bien plus dangereux que le narcissique ne l'a jamais imaginé. Le pouvoir du narcissique est bâti sur des illusions et le contrôle. Mais le pouvoir éveillé de l'empathe est bâti sur la vérité et la clarté. La vérité n'a pas besoin de manipuler, elle est simplement. Et quand la vérité se tient ferme, aucune tromperie ne peut tenir. Je pense souvent à l'image d'une bougie dans l'obscurité. Une seule flamme peut illuminer une pièce. Mais quand cette flamme grandit en feu, elle transforme tout autour d'elle. L'éveil de l'empathe est comme ce feu. Au début, il est petit et fragile, une conscience tranquille qui murmure « Ce n'est pas qui je suis destiné à être ». Mais en nourrissant cette conscience avec du courage et du respect de soi, il grandit. Il consume les anciens patterns de trahison de soi et les remplace par de la force. Le narcissique ne peut toucher ce feu parce qu'il n'est pas externe. Il brûle de l'intérieur. Le changement psychologique ici est profond. L'empathe passe d'un état de réaction inconsciente à un choix conscient. Il ne se définit plus par la manière dont les autres le traitent. Il ne voit plus sa valeur comme quelque chose à négocier. Cela ne le rend pas arrogant. Cela le rend incré. Il peut encore aimer profondément, mais maintenant son amour a des racines. Ce n'est pas un amour qui plie au vent de chaque exigence. C'est un amour qui se tient fort et stable, comme un arbre qui sait où il appartient. Quand l'empathe incarne cette force, il devient un miroir dans lequel le narcissique voit son propre vide. C'est pourquoi le narcissique réagit souvent avec hostilité ou panique. Il est confronté à la chose même qu'il a passé sa vie à éviter son propre ombre. Mais l'empathe n'a pas besoin de combattre. Sa simple présence, son refus d'engager les anciens patterns suffit. Il est devenu une incarnation vivante de ce que j'appelle le soi, l'archétype de la plénitude, qui intègre à la fois la lumière et l'ombre. C'est le danger ultime pour toute force bâtie sur la fragmentation.
Elle ne peut survivre en présence de la plénitude. Pour l'empathe, ce n'est pas une question de revanche, c'est une question d'éveil. Il comprend maintenant que son voyage n'a jamais été de réparer le narcissique ou de prouver sa valeur. Vous devez comprendre que le cœur de l'empereur, bien que doux et sensible, n'est pas un puits inépuisable de capitulation. Il existe un point où l'âme ayant absorbé trop de blessures se tourne vers l'intérieur et découvre le feu caché dans ses propres profondeurs. J'ai observé cette transformation à maintes reprises, tant chez les individus qui venaient à moi, avec des voix tremblantes, que dans les courants archétypaux qui coulent sous nous tous. L'empathe, dans son état le plus blessé, devient un miroir qui non seulement reflète l'obscurité des autres, mais commence aussi à intégrer cette obscurité. Et lorsque cela se produit de manière consciente, quand l'empathe s'éveille à la réalité qu'il a été le réceptacle silencieux de chaque cruauté non dite, il cesse d'être l'agneau doux et s'éveille en quelque chose de bien plus redoutable, un être qui a établi un contact avec l'ombre. L'ombre, comme je l'ai souvent dit, n'est pas simplement le dépôt de tout ce qui est négatif ou honteux en nous. C'est la portion non réclamée de la psyché, le potentiel brut, l'énergie que nous réprimons parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous présentons au monde. Pour un empathe, l'ombre apparaît souvent non pas comme sa propre agressivité ou son égoïsme, mais comme une accumulation silencieuse de la douleur et de la manipulation des autres. L'empathe apprend trop souvent dans l'enfance que sa valeur réside dans l'absorption et l'harmonisation du chaos autour de lui. Il devient maître de l'anticipation, lisant les besoins non exprimés de ceux qui utilisent sa sensibilité comme une arme. Mais dans ce processus même, il exerce sa propre assertivité, sa propre colère légitime, sa propre revendication d'existence. Cette force exilée devient l'ombre de l'empathe enfouie avec une vie non exprimée. C'est une grave erreur pour le narcissique de supposer que la douceur de l'empathe est une faiblesse. La faiblesse est l'absence de conscience, mais la sensibilité de l'empathe n'est pas un vide. C'est un radar accordé aux vibrations cachées de l'âme. Quand l'empathe atteint le seuil de l'endurance, quand l'échange incessant de prendre et de donner le consume enfin jusqu'à son essence, il s'éveille avec une clarté plus aiguisée qu'une lame. Il voit à travers les masques du narcissique, les jeux de pouvoir et de charme, la fin insatiable de validation. Il voit non seulement la personne, mais l'archétype du prédateur, le vampire, qui se nourrit de la vie elle-même. Et dans cet instant de vision, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'empathe cesse d'essayer de guérir l'inguérissable et commence à réclamer sa propre lumière. Cette réclamation est une forme d'alchimie. Imaginez un vase qui a été rempli de poison pendant des années, des murmures de culpabilité, des exigences de perfection, de manipulation émotionnelle, toutes les manières subtiles dont le narcissique se nourrit. L'empathe a tout bu pensant que aimer, c'est endurer, que pardonner, c'est oublier. Mais le véritable amour ne détruit pas le soi et le vrai pardon ne signifie pas rester une victime. Dans le creuset de la souffrance, l'empathe commence à transformer le poison en sagesse. Il voit que la cruauté du narcissique n'est pas personnelle. C'est la manifestation d'une âme fracturée qui ne peut supporter son propre vide. L'empathe, une fois rassasié, ne réagit pas simplement avec colère. Au lieu de cela, il accède à un pouvoir qui vient de voir la réalité telle qu'elle est dépouillée d'illusions. C'est pourquoi un empathe rassasié est plus dangereux que le narcissique ne l'a jamais imaginé. Il ne joue plus au jeu de l'ego. Il se tient dans la vérité brute de l'être. Le narcissique prospère sur le contrôle et la confusion. Toute sa stratégie est bâtie sur la projection de sa propre ombre sur l'empathe. Il accuse l'empathe de faiblesse, d'hypersensibilité, d'irrationalité parce qu'il ne peut supporter de voir ses qualités en lui-même. Et pendant un temps, l'empathe le croit. Il doute de ses propres perceptions, de sa propre santé mentale. Mais quand l'empathe commence à voir que ses accusations ne sont que des reflets de la guerre intérieure du narcissique, il sort complètement du champ de bataille. Il n'a pas besoin de se battre avec des épées, car son pouvoir réside dans son refus d'être défini par le récit d'un autre. Dans les rêves, cette transformation apparaît souvent comme une rencontre avec un animal sauvage ou une figure sombre.
L'empathe qui a toujours fui le conflit s'arrête soudain. Il ne fuit plus la bête, mais la regarde dans les yeux. C'est le moment de l'intégration. La bête qui représente l'ombre, la colère réprimée, la force, le respect de soi, reconnaît l'empathe comme son maître légitime. L'individu autrefois effrayé fusionne avec l'énergie qu'il craignait autrefois. Il devient à la fois le guérisseur et le guerrier capable de compassion, mais aussi de frontières aussi fermes que le fer. Je vous dis cela parce que le monde est plein d'empathes qui ne se sont pas encore éveillés. Ils sont comme des diamants bruts, leur éclat caché sous des couches de peur et de déni de soi. Mais au moment où un empathe dit « assez », un profond changement se produit. Il cesse d'absorber chaque blessure comme une éponge et commence à rayonner sa propre vérité. Ce rayonnement n'est pas doux et réconfortant. Il est féroce et illuminant. Il consomme les mensonges. Il expose la manipulation. Il force ceux qui l'entourent à affronter leurs propres ombres. C'est précisément pourquoi le narcissique craint l'empathe éveillé plus que toute autre chose. Le danger de l'empathe rassasié n'est pas qu'il devienne cruel ou vengeur. Non, son danger réside dans sa clarté. Il n'est plus empêtré dans la toile de confusion du narcissique. Et cela le rend imprévisible. Le narcissique ne peut contrôler quelqu'un qui le voit pleinement, qui ne réagit plus à ses provocations, qui ne croit plus à l'histoire selon laquelle « tu dois me réparer ou je te briserai ». L'empathe réalise que ce n'est pas de l'amour mais de l'esclavage. Et d'une fois qu'il coupe les cordes, le narcissique est laissé avec son propre vide forcé d'affronter l'ombre qu'il a toujours évitée. Le voyage de l'empathe est en essence héroïque. C'est le chemin de l'individuation, le processus que j'ai décrit comme l'intégration du conscient et de l'inconscient, de la lumière et de l'ombre pour devenir entier. On doit affronter non seulement ses blessures, mais aussi sa capacité au pouvoir. Le pouvoir n'est pas maléfique quand il est enraciné dans l'authenticité. Le vrai danger réside dans le pouvoir inconscient, le pouvoir qui manipule et trompe. Les empathes, quand ils réclament leur ombre, ne deviennent pas comme le narcissique. Ils ne cherchent pas à dominer ou à contrôler. Au lieu de cela, ils deviennent souverains en eux-mêmes. Ils ne sont plus un pion sur l'échiquier d'un autre. Cette souveraineté est profondément spirituelle. C'est comme si l'empathe, après des années d'errance dans le labyrinthe des émotions des autres, trouvait le centre de son propre être. Ici, il rencontre l'archétype du soi, le principe unificateur de la psyché. Le soi est à la fois terrifiant et libérateur, car il exige une honnêteté totale. Il vous montre les masques que vous avez portés, les mensonges que vous vous êtes racontés, les façons dont vous avez trahi votre propre âme pour la paix. Mais une fois que vous affrontez cette vérité intérieure, vous ne pouvez plus être trompé. L'empathe qui rencontre son propre soi devient intouchable. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il est authentique. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que l'authenticité. Permettez-moi de parler des rêves qui guident de telles âmes. J'ai vu d'innombrables rêves où le rêveur est piégé dans une maison remplie de miroirs, incapable de trouver la sortie. C'est l'état de l'empathe non éveillé. Il est perdu dans les reflets des autres, incapable de distinguer son propre visage. Mais alors un miroir se brise. Le rêveur franchit le verre brisé pour entrer dans un jardin sauvage et indompté. Ce jardin, c'est le royaume de l'ombre, l'endroit où tout ce qui a été réprimé vit dans sa forme brute et non raffinée. C'est ici que l'empathe doit marcher pieds nus sans protection, rencontrant les parties de lui-même qu'on lui a appris à mépriser. Et quand il le fait, les miroirs perdent leur pouvoir. Le narcissique qui utilisait autrefois le reflet comme une arme ne peut plus le confondre. Je sais que ces idées peuvent sembler mystiques, mais elles sont ancrées dans les réalités les plus profondes de la psyché. Chaque relation que nous entretenons est un vase alchimique, un contenant pour la transformation. L'empathe et le narcissique ne sont pas des ennemis par accident. Ils sont attirés l'un vers l'autre parce qu'ils représentent des forces opposées qui, une fois réunis, ont le potentiel d'une grande croissance. Les empathes doivent apprendre à cesser de donner leur pouvoir, tandis que le narcissique, s'il doit un jour s'éveiller, doit apprendre à cesser de prendre. Cette danse est aussi ancienne que le temps, un reflet des forces de lumière et d'ombre en nous tous. L'empathe rassasié est une tempête que personne ne voit venir,
parce qu'il a passé sa vie à être la rivière tranquille, celle qui contourne les obstacles, qui plie, mais ne rompt jamais. Pourtant, quand il s'éveille, son immobilité se transforme en force de la nature. Cette transformation n'est pas soudaine. Elle naît de innombrables moments silencieux où il a avalé ses mots, caché ses larmes et porté le monde sur ses épaules. Il a enduré si longtemps que quand le changement arrive, ce n'est pas une rébellion, mais une révélation. L'empathe voit la toile intricate de la manipulation, non comme une attaque personnelle, mais comme un drame archétypal, une danse de masques d'ombre et de blessures non guéries. Et en reconnaissant cela, il s'élève au-delà de la portée des jeux du narcissique. Considérez ceci, le narcissique prospère parce que la plupart des gens vivent dans la peur de leur propre obscurité. Ils craignent la confrontation. Ils craignent le rejet. Ils craignent d'être vus comme cruels ou méchants. L'empathe en particulier a construit toute une identité autour d'être l'opposé de ce que représente le narcissique. Il se voit comme gentil nourricier altruiste. Mais c'est là que réside le piège. Quand on s'identifie excessivement à un côté de la pièce, on invite inconsciemment son opposé à nous dominer. Le narcissique représente le feu non réclamé de l'empathe, sa propre capacité à dire non, à se tenir dans la vérité inconfortable. C'est pourquoi le narcissique et l'empathe sont attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Ils sont des miroirs de ce que l'autre refuse d'affronter. Mais quand l'empathe regarde enfin en lui et découvre qu'il a aussi une ombre, quand il se permet de ressentir la colère sans honte, de parler la vérité sans peur du rejet, il cesse d'être la victime. Il voit qu'il n'est pas seulement un vase de compassion, il est une force d'équilibre. La compassion sans frontières est une autodestruction. La vraie compassion est féroce. Elle protège ce qui est sacré tout en reconnaissant que chaque âme brisée ne peut être sauvée. L'empathe apprend cela de la manière la plus douloureuse par la trahison, par l'épuisement, par la lente réalisation que se vider, pour ceux qui ne font que prendre, n'est pas de l'amour mais une forme d'auto-abandon. Le moment où l'empathe cesse de s'abandonner lui-même est celui où la dynamique change. Le narcissique, qui avait autrefois du pouvoir parce qu'il pouvait déclencher la culpabilité ou la peur, trouve soudain ses armes inutiles. L'empathe ne réagit plus. Il n'explique ni ne justifie. Il se tient simplement ferme. Cette force tranquille terrifie le narcissique plus que n'importe quel éclat. Car le pouvoir du narcissique repose sur le chaos et l'entremêlement émotionnel. Face à quelqu'un qui est sorti de ce cycle, il est forcé d'affronter son propre vide. Et pour quelqu'un qui a passé sa vie à éviter ce vide, c'est insupportable. Dans mon travail, j'ai souvent parlé de l'individuation, le processus par lequel une personne devient entière en intégrant tous les aspects d'elle-même. Le voyage de l'empathe vers l'individuation est particulièrement profond parce qu'il avait été conditionné à vivre presque entièrement pour les autres. Il confond l'altruisme avec la vertu, sans réaliser qu'une vie sans soi n'est pas une vie du tout. L'empathe rassasié commence le travail de l'individuation. Quand il tourne enfin son regard vers l'intérieur, il pose des questions qu'il a longtemps évitées. Qui suis-je quand je ne m'occupe pas de quelqu'un d'autre? Que veux-je vraiment? Où finit ma douleur et commence celle d'un autre? Ces questions ne sont pas faciles à répondre. L'empathe doit démêler des années de conditionnement de schémas familiaux et d'accords inconscients. Souvent, cet éveil survient après une série de rêves ou de symboles intérieurs. J'ai vu des empathes rêver de se noyer dans l'eau. Cela représente l'immersion dans les émotions des autres. Mais dans des rêves ultérieurs, ils émergent de l'eau haletant, respirant enfin pour eux-mêmes. De telles images ne sont pas accidentelles. L'inconscient parle en symbole guidant l'âme vers la liberté. La liberté pour l'empathe ne signifie pas l'isolement ou l'endurcissement du cœur. Cela signifie apprendre à aimer sans se perdre. Cela signifie comprendre que les frontières ne sont pas des murs mais des portes. Elles permettent à l'amour de couler tout en tenant le mal à distance. Quand un empathe atteint cette compréhension, il ne ressent plus le besoin de plaire à tout le monde. Il réalise que sa valeur n'est pas mesurée par ce qu'il sacrifie, mais par la plénitude avec laquelle il incarne sa propre vérité. Et c'est là que réside le danger plus profond pour le narcissique. L'empathe rassasié ne se contente pas de s'éloigner.
il se transforme. Il devient quelqu'un qui voit à travers les façades, qui ne tombe plus dans le charme vide ou la pitié manipulatrice. Il porte une lumière intérieure qui n'est pas naïve mais tempérée par l'ombre. Cette lumière née de la souffrance et de la réflexion a le pouvoir d'exposer les illusions sur lesquelles les narcissiques dépendent. Le narcissique est comme une créature de la nuit. Il prospère dans les coins sombres où personne n'ose allumer une lumière. Mais l'empathe éveillé porte le flambeau de la conscience et cette lumière est implacable. La théorie de l'ombre que j'ai articulée est centrale ici. À la fois l'empathe et le narcissique sont empêtrés dans des projections d'ombre. Le narcissique projette sa faiblesse et son vide sur les autres, exigeant une validation constante. L'empathe projette sa force et son pouvoir sur les autres, croyant qu'il doit les servir ou les guérir. Quand l'empathe s'éveille, il réclame cette projection. Il dit « J'ai du pouvoir, j'ai le choix, j'ai le droit d'exister sans être vidé ». En faisant cela, il se libère non seulement lui-même, mais défie aussi le narcissique à affronter ce qu'il a toujours nié. Bien sûr, tous les narcissiques ne changeront pas. La plupart se retireront, chercheront de nouvelles sources de validation ou tenteront de regagner le contrôle par la manipulation. Mais l'empathe, une fois éveillé, ne peut être déséveillé. Il peut ressentir de la peur, mais il ne s'y incline plus. Il comprend que la peur est simplement la manière dont l'ombre teste sa résolution et chaque fois qu'il choisit de se tenir dans la vérité, l'ombre s'intègre un peu plus, devenant non un ennemi, mais un allié. Parlons des archétypes en jeu. L'empathe est souvent aligné avec l'archétype du soignant ou du guérisseur, tandis que le narcissique incarne des aspects du dirigeant ou du trickster. Ces archétypes ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Ce sont des patterns d'énergie qui peuvent se manifester de manière saine ou déformée. Le soignant, quand inconscient, devient un martyr, sacrifiant son bien-être pour des causes indignes. Le dirigeant, quand inconscient, devient un tyran, cherchant le contrôle à tout prix. Mais quand les deux archétypes sont intégrés, quelque chose de puissant émerge. L'empathe devient le guerrier guérisseur, capable à la fois de tendresse et de force, tandis que le narcissique, s'il s'éveille un jour, peut devenir un vrai leader qui guide plutôt qu'il n'exploite. Le chemin de l'empathe rassasié est donc non seulement personnel mais collectif. Quand un empathe s'éveille, il fait onduler un message aux autres. Vous n'avez pas à souffrir éternellement. Vous n'avez pas à porter ce qui n'est pas à vous. Ce n'est pas un message de colère mais de libération. C'est de la manière dont l'âme dit « J'ai appris la leçon de l'endurance et maintenant je choisis de vivre ». Et ce choix, mon ami, est révolutionnaire. Vous vous demandez peut-être comment on fait ce changement. Comment on transforme la douleur en pouvoir. Ce n'est pas par la simple volonté, mais par un travail intérieur profond. Les empathes doivent affronter leur propre critique intérieure, la voix qui dit « Tu es égoïste si tu t'éloignes ». Ils doivent confronter les blessures d'enfance qui leur ont appris que l'amour se gagne par le sacrifice. Et ils doivent s'asseoir avec leur propre ombre, les parties d'eux-mêmes qu'ils ont étiquetées comme mauvaises ou erronées. C'est le travail de l'âme. Le chemin lent mais régulier de se tourner vers l'intérieur, jusqu'à ce que l'or caché dans l'obscurité commence à briller. J'ai souvent décrit ce processus comme une descente. Dans la mythologie, le héros ou l'héroïne doit descendre dans les enfers pour trouver le trésor. Pour l'empathe, les enfers sont le monde de ses propres émotions non reconnues, colère, chagrin, frustration, même blessure. Ces sentiments ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des messages de la psyché disant « Tu as été réduit au silence trop longtemps ». Quand l'empathe écoute, quand il se permet de ressentir sans jugement, quelque chose de miraculeux se produit. Les émotions qui menaçaient autrefois de le noyer deviennent une source d'énergie. Cette énergie, quand intégrée, devient le pouvoir de créer, de protéger, de parler avec autorité. Le narcissique sent ce changement même avant que l'empathe ne le comprenne pleinement. Il sent le retrait subtil de l'énergie. La manière dont l'empathe ne plie plus à chaque exigence, cela crée une panique chez le narcissique parce qu'il perd sa source primaire de validation. Il peut devenir plus agressif, plus manipulateur dans une tentative désespérée de regagner le contrôle.
Mais l'empathe, maintenant ancré dans la conscience de soi, voit ses tactiques pour ce qu'elles sont des projections de peur et de vide. Il ne mord pas à l'hameçon. Il reste immobile comme une montagne qu'aucune tempête ne peut ébranler. C'est cette immobilité qui est la plus dangereuse pour le narcissique. Quand l'empathe n'est plus réactif, le narcissique est forcé de se confronter à lui-même. Et pour une personne qui a passé sa vie à éviter le miroir de l'âme, c'est la plus grande menace. L'empathe n'a pas besoin d'attaquer ou d'exposer. Sa simple présence, son refus d'engager les anciens patterns, suffit à démêler l'illusion de pouvoir du narcissique. Il y a quelque chose de sacré dans le silence de l'empathe rassasié. Ce n'est pas le silence de la soumission, mais le silence de celui qui a découvert le poids de sa propre âme. Il ne parle plus juste pour être compris ou pour justifier ses sentiments à quelqu'un d'incapable d'écouter. Au lieu de cela, il parle quand c'est nécessaire, et ses mots portent la résonance de la vérité. C'est le langage du soi, le noyau de la psyché, qui transcende tous les masques et prétentions. Quand un empathe touche ce centre, il cesse d'être simplement sensible. Il devient un vase de clarté, et la clarté est une force qui peut démanteler même les illusions les plus élaborées. Le narcissique, en revanche, vit dans une salle de miroir. Tout ce qu'il montre au monde est un reflet, une performance conçue pour cacher le vide profond en lui. Mais l'empathe, quand éveillé, ne reflète pas ce jeu. Il ne renvoie pas les faussetés. Cette absence de réaction ressemble à un effondrement pour le narcissique. C'est comme si la scène sur laquelle il a performé pendant des années s'effondrait soudain et que les projecteurs s'éteignaient. Le retrait d'énergie de l'empathe n'est pas simplement un rejet, c'est une révélation. Cela dit, je ne te vois pas le masque que tu portes. Je vois la blessure derrière la cruauté, le vide derrière l'arrogance. Pour un narcissique, cela est insupportable, car toute son existence est bâtie sur le déni de cette blessure. L'empathe qui atteint cet état de vision intérieure devient comme l'archétype du voyant. Il n'engage plus les petites batailles de l'ego, mais il n'est pas passif non plus. Il se tient dans une sorte d'autorité spirituelle, une qui ne peut être manipulée, parce qu'elle est enracinée dans la vérité de son propre être. Il connaît ses frontières non comme des murs, mais comme des extensions vivantes de son âme. Ces frontières ne sont pas dures ou défensives, elles sont naturelles comme les rivages qui façonnent l'océan. L'empathe dit « c'est ici que je finis et que tu commences ». Et dans cette simple déclaration, il réclame un pouvoir perdu depuis des années. Mais laissez-moi vous dire, cet éveil ne vient pas sans coût. Il exige que l'empathe confronte ses propres illusions, les manières dont il s'est trompé lui-même. Beaucoup d'empathes s'accrochent à l'idée que l'amour signifie un don infini, que refuser, c'est échouer. C'est un archétype aussi, le martyr, celui qui souffre pour le bien des autres. Bien qu'il y ait de la beauté dans le sacrifice, il y a aussi du danger. Car quand le sacrifice devient un mode de vie, il vole à l'âme sa vitalité. L'empathe rassasié apprend cette leçon par le feu. Il est brûlé par sa propre exhaustion, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne peut guérir le monde en se détruisant. Il doit d'abord guérir la blessure en lui. La blessure de l'empathe naît souvent dans l'enfance. Peut-être a-t-il été élevé dans un foyer où l'amour était conditionnel, où il a appris que sa valeur dépendait de maintenir la paix ou de répondre aux besoins des autres. Dans de tels environnements, l'enfant devient hyper conscient des signaux émotionnels, lisant chaque changement de chaque expression subtile. Cette capacité bien qu'adaptive dans la jeunesse devient un fardeau à l'âge adulte. L'empathe est entraîné à chercher l'harmonie à tout prix, même si cela signifie se perdre. Et ainsi, il attire ceux qui prospèrent sur le prendre, ceux qui sentent que cette âme donnera et donnera, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais le point tournant arrive quand l'empathe commence à questionner ce récit. Pourquoi me sens-je toujours vide? Pourquoi j'attire toujours ceux qui me blessent? Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse, mais le début de la sagesse. Elles signalent l'éveil de l'ombre, le pouvoir non réclamé qui murmure. Tu es plus qu'un vase pour la douleur des autres. Tu es une âme avec ton propre feu. Ce feu n'est pas destructeur. Bien qu'il puisse ressembler à de la colère au début, c'est l'énergie de la vie elle-même exigeant l'expression. Quand l'empathe apprend à canaliser cette énergie,
Il cesse d'être un observateur passif de sa propre souffrance et devient un créateur actif de son propre destin. Les rêves révèlent souvent cette transformation bien avant que l'esprit conscient ne l'accepte. Je me souviens des rêves de beaucoup qui venaient à moi. Des rêves d'être poursuivis, acculés ou réduits au silence. Mais au fur et à mesure que le travail intérieur progressait, les rêves changeaient. Le poursuivi devient celui qui se retourne pour affronter le poursuivant. La voix silencieuse devient un rugissement. Le soi acculé entre dans un champ ouvert. Ce ne sont pas des images aléatoires. Ce sont les manières dont l'âme dit « Tu es prêt à rencontrer ton pouvoir ». Et qu'en est-il du narcissique? Lui aussi est une âme blessée, bien que sa blessure soit masquée par l'arrogance et le contrôle. L'empathe, dans son état non éveillé précoce, se sent souvent obligé de guérir cette blessure, d'aimer le narcissique pour le ramener à la plénitude. Mais ce n'est pas la tâche de l'empathe. La guérison ne peut être forcée sur celui qui nie en avoir besoin. L'empathe doit apprendre à reculer, à voir que l'amour n'est pas une question de sauver, mais de voir clairement. Cette clarté ressemble souvent à de la froideur pour le narcissique qui interprète toute frontière comme un rejet. Mais pour l'empathe, c'est le début de la liberté. Quand un empathe cesse d'alimenter le cycle du drame narcissique, il crée un espace pour que quelque chose de nouveau émerge. Cet espace n'est pas vide. Il est fertile comme un champ attendant le printemps. Dans ce silence, l'empathe commence à entendre sa propre voix, une voix qui a longtemps été noyée par les besoins et les exigences des autres. Cette voix parle non dans la peur, mais dans la certitude. Elle dit « Tu es assez tel que tu es. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur par la souffrance. » Le danger que le narcissique ressent d'un empathe rassasié n'est pas physique, ni vindicatif, il est existentiel. Le narcissique sent qu'il ne peut plus contrôler le récit. Ses tactiques, le gaslighting, le transfert de blâme, la manipulation émotionnelle, tombent à plat. L'empathe ne mord plus à l'hameçon parce qu'il a appris à voir à travers l'illusion. Il réalise que les attaques du narcissique ne sont pas un reflet de sa propre valeur, mais de la guerre intérieure du narcissique. Ce détachement n'est pas une indifférence froide, c'est une clarté compatissante. L'empathe peut même ressentir de la tristesse pour la douleur du narcissique, mais il ne confond plus cette tristesse avec la responsabilité. C'est ici que l'empathe entre dans son vrai archétype, l'alchimiste. Il prend le poids de plomb de son passé, toutes les blessures et trahisons, et le transforme en or. Cet or est la sagesse, la résilience et une profonde compréhension de la nature humaine. L'empathe qui a traversé le feu de l'abus narcissique émerge avec une vision à la fois aiguisée et compatissante. Il voit les patterns de manipulation non seulement chez les individus, mais dans la psyché collective. Il reconnaît la danse archétypale de la victime et du prédateur, du donneur et du preneur, et refuse de jouer le même rôle à nouveau. Ce refus est puissant. Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de vengeance, il dit simplement « Je choisis différemment maintenant ». Et ce choix rayonne vers l'extérieur, affectant tous ceux que l'empathe touche. Il devient un exemple de ce que signifie aimer sans se perdre, pardonner sans oublier être ouvert sans être consumé. C'est pourquoi l'empathe rassasié est si dangereux pour le narcissique. Il représente une possibilité que le narcissique ne peut supporter d'affronter la possibilité d'une vraie liberté. Le narcissique vit dans une prison qu'il s'est construite, mais l'empathe, une fois éveillé, sort de la sienne. Il réalise que la clé était toujours dans ses mains. Ce n'était pas le narcissique qui avait du pouvoir sur lui, mais sa propre peur d'être seul, sa propre croyance que l'amour doit être gagné. Quand ces illusions se dissolvent, l'empathe se tient dans une sorte de grâce que aucune force extérieure ne peut ébranler. Cette grâce n'est pas fragile, elle est forgée dans le creuset de la souffrance. C'est la force de quelqu'un qui a affronté sa propre obscurité et émergé entier. Parlons de la plénitude. La plénitude n'est pas l'absence de blessures, mais leur intégration. L'empathe n'a pas besoin d'effacer son passé ou sa sensibilité. En fait, sa sensibilité devient son plus grand don quand elle est équilibrée par la conscience de soi. Il peut sentir profondément sans être submergé, aimer pleinement sans être vidé. Il devient à la fois le guérisseur et le gardien de sa propre énergie.
Cet équilibre est l'essence du processus d'individuation, le chemin vers devenir pleinement humain. Le narcissique, en contraste, est scindé. Il vit dans un monde d'extrême, la grandiosité d'un côté, le vide de l'autre. Il ne peut intégrer son ombre parce qu'il refuse de la voir. Mais l'empathe, rassasié en embrassant sa propre ombre, devient entier. Et la plénitude a un pouvoir étrange. Elle désarme ceux qui dépendent de la fragmentation et de la confusion. Le narcissique ne sait plus comment interagir avec quelqu'un qui ne joue plus selon les anciennes règles. C'est pourquoi il se retire souvent ou attaque, car il sent que son jeu est terminé. Le moment de l'éveil pour un empathe rassasié est souvent décrit comme à la fois une mort et une renaissance. C'est la mort de qui il pensait être l'âme infiniment donneuse, infiniment patiente, qui croyait que l'amour signifiait s'effacer pour les autres. Mais de cette mort surgit quelque chose de bien plus grand, un soi complet, radiant et intouchable. L'empathe réalise qu'il n'était jamais destiné à être un martyr pour la brisure d'un autre. Il était destiné à incarner l'amour, oui, mais un amour qui s'inclut lui-même, un amour qui ne tolère pas l'abus déguisé en affection. Cette réalisation ébranle chaque relation qu'il a jamais connue. L'empathe commence à voir quelles connexions étaient enracinées dans un respect mutuel vrai et qu'elles étaient bâties sur l'attente silencieuse qu'il donnerait toujours plus qu'il ne recevrait. Il est souvent choquant de voir combien de relations tombent dans cette dernière catégorie. Mais plutôt que le désespoir, l'empathe ressent une étrange libération. Pour la première fois, il n'a pas peur d'être seul parce que la solitude ne ressemble plus au vide. Elle ressemble à de l'espace pour sa propre voix, ses propres rêves, sa propre vie à se déployer. Le narcissique, cependant, ressent ce changement comme un abandon, même une trahison. Il ne peut comprendre pourquoi l'empathe ne joue plus le même rôle. Il peut essayer de le ramener avec des promesses de la culpabilité, de la colère, mais l'empathe ne répond plus. C'est comme si le cordon émotionnel qui les connectait autrefois avait été sectionné. Cela n'est pas fait par haine, mais par nécessité. L'empathe a appris que rester dans une telle dynamique n'est pas de l'amour. C'est une érosion lente de l'âme. Laissez-moi vous dire quelque chose de profond. Quand l'empathe s'éveille, il ne se libère pas seulement d'un narcissique. Il se libère de tout l'archétype de la dynamique narcissique. Il commence à le reconnaître partout au travail, dans les amitiés, dans les récits collectifs de la société. Il voit comment le pouvoir peut se déguiser en soin, comment la manipulation peut se masquer en amour, et il refuse d'être partie de cette illusion plus longtemps. Ce refus n'est pas agressif, mais il est absolu. C'est le pouvoir silencieux inébranlable d'une âme qui connaît sa propre valeur. Le pouvoir de l'empathe réside dans sa capacité à intégrer. Il ne nie pas sa douleur, il la transmute. Il ne nie pas sa colère. Il l'utilise comme carburant pour créer des frontières et parler la vérité. C'est ce qui le rend bien plus dangereux que le narcissique ne l'a jamais imaginé. Le pouvoir du narcissique est bâti sur des illusions et le contrôle. Mais le pouvoir éveillé de l'empathe est bâti sur la vérité et la clarté. La vérité n'a pas besoin de manipuler, elle est simplement. Et quand la vérité se tient ferme, aucune tromperie ne peut tenir. Je pense souvent à l'image d'une bougie dans l'obscurité. Une seule flamme peut illuminer une pièce. Mais quand cette flamme grandit en feu, elle transforme tout autour d'elle. L'éveil de l'empathe est comme ce feu. Au début, il est petit et fragile, une conscience tranquille qui murmure « Ce n'est pas qui je suis destiné à être ». Mais en nourrissant cette conscience avec du courage et du respect de soi, il grandit. Il consume les anciens patterns de trahison de soi et les remplace par de la force. Le narcissique ne peut toucher ce feu parce qu'il n'est pas externe. Il brûle de l'intérieur. Le changement psychologique ici est profond. L'empathe passe d'un état de réaction inconsciente à un choix conscient. Il ne se définit plus par la manière dont les autres le traitent. Il ne voit plus sa valeur comme quelque chose à négocier. Cela ne le rend pas arrogant. Cela le rend ancré. Il peut encore aimer profondément, mais maintenant son amour a des racines. Ce n'est pas un amour qui plie au vent de chaque exigence. C'est un amour qui se tient fort et stable, comme un arbre qui sait où il appartient.
Quand l'empathe incarne cette force, il devient un miroir dans lequel le narcissique voit son propre vide. C'est pourquoi le narcissique réagit souvent avec hostilité ou panique. Il est confronté à la chose même qu'il a passé sa vie à éviter son propre ombre. Mais l'empathe n'a pas besoin de combattre. Sa simple présence, son refus d'engager les anciens patterns suffit. Il est devenu une incarnation vivante de ce que j'appelle le soi, l'archétype de la plénitude, qui intègre à la fois la lumière et l'ombre. C'est le danger ultime pour toute force bâtie sur la fragmentation. Elle ne peut survivre en présence de la plénitude. Pour l'empathe, ce n'est pas une question de revanche, c'est une question d'éveil. Il comprend maintenant que son voyage n'a jamais été de réparer le narcissique ou de prouver sa valeur.